Un livre, un destin, une émission proposée par Monique Ayoun. Sur Radio J, bien sûr. Monique Ayoun, bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, nous recevons Monsieur Manuel Carcassonne, que je te laisse nous présenter. Oui, c'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui Manuel Carcassonne, qui vient nous parler de son premier livre, Le Retournement, publié aux éditions Grasset. Nous connaissons Manuel Carcassonne en tant qu'éditeur, directeur adjoint de Grasset, puis patron des éditions Stock. Mais aujourd'hui, il nous surprend, non seulement en devenant écrivain pour la première fois, mais aussi en explorant son identité juive, dont avant il ne parlait jamais ou peu. Et il se lance donc avec ferveur dans la quête de ses origines. Mais dans ce livre, il est d'abord question d'une rencontre amoureuse passionnelle, de celles qui font basculer une vie. Manuel Carcassonne nous parle de sa femme libanaise chrétienne, avec qui les discussions sont souvent houleuses. Et c'est elle qui, paradoxalement, aurait révélé sa judaïté endormie. On va en parler tout à l'heure. Bonjour Manuel Carcassonne. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Dans votre livre, vous posez cette éternelle question: qu'est-ce que c'est qu'être juif ? Vous citez beaucoup d'auteurs, vous explorez les textes, vous citez le Talmud, Béni Lévi, Lévinas. Est-ce que c'est une question qui vous a toujours travaillé ou est-ce qu'elle a fait surface avec cette rencontre avec votre femme ? Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase de Jacques Derrida, du philosophe Jacques Derrida, qui dit « Je ne sais pas ce que je connais du Talmud, mais je sais que le Talmud me connaît ». C'est-à-dire que quand je me suis intéressé à cette question relativement sans fin, on pourrait rester là à discuter autour de nos micros pendant des heures, qui est celle de l'identité, je me suis considéré pendant très longtemps, et je me considère toujours comme un Français né en France, laïque, juif assimilé, d'une famille qui en parlait, mais pour qui ça n'était pas le fait de l'être juif, c'est-à-dire qui n'avait pas le sens ni des fêtes religieuses, ni d'une forme de scansion, de rite. Il a fallu que ce soit paradoxalement l'autre, l'étrangère, qui me révèle à moi-même, mais révèle aussi la part de l'altérité en chacun de nous, parce que c'est quelque chose d'assez universel, que cette altérité en chacun de nous. Et en plus, ça peut vous saisir assez étrangement à n'importe quel âge. Donc, ça n'est pas seulement un coming out judaïque que je fais, mais c'est aussi effectivement de raconter une histoire d'amour. Pas n'importe laquelle, puisque c'est effectivement une histoire d'amour avec une femme qui est libanaise, qui est descendante elle-même du principal libérateur de sa minorité, qui est grec, catholique, melkite. Alors, on va parler d'elle tout à l'heure. On va revenir là-dessus. Mais d'abord, pour les gens qui vous connaissent et tout, c'est assez surprenant, votre livre. Et vous dites vous-même que vous étiez un juif honteux. Ah non, pas honteux, mais un juif transparent, c'est ça ? J'utilise pas le mot honteux parce que c'est un mot qu'on a pu dire à mon propos et que je n'aime pas, parce que je n'aime pas cette idée de honte. Je n'avais pas honte, et je pourrais même dire que d'une certaine manière, j'étais même assez fier de certaines choses. J'ai toujours aimé les minorités, toujours. En revanche, je ne le mettais pas en avant, si vous voulez. Donc, ne pas le mettre en avant, c'est-à-dire le vivre avec une forme de totale discrétion, prudence et même ignorance, en tant que juif ignorant des rites et des traditions, fait que j'ai été, et ça c'était plus original parce que j'étais pas forcé d'être comme ça, au contact avec quand même un grand nombre d'antisémites patentés, certifiés et bien efficaces. Et justement, j'ai eu l'impression, je me suis posé la question de la motivation profonde de ce livre. Est-ce que ce n'est pas la culpabilité, quelque part, de se sentir coupable ? Alors là aussi, peut-être pas la culpabilité, mais en revanche, il y a une phrase de Béni Lévi qui, comme vous le savez, avant de devenir le philosophe, le lecteur de Lévinas, l'homme qui étudiait entre les pierres blondes de Jérusalem, a été Pierre Victor, le patron de la gauche prolétarienne, et il dit de lui-même « J'étais faux de bas en haut ». Cette phrase m'a beaucoup frappé.
parce que je me demande si, en empruntant un grand nombre d'identités imaginaires, puisque j'ai un petit côté zéligue, je n'étais pas faux de bas en haut, et que d'une certaine manière, ce que je cherche dans ce livre, ce que cherchent beaucoup de gens dans leur vie, c'est l'unité de soi, c'est se réconcilier avec soi-même. Alors justement, votre ouvrage est un peu un ovni. Il oscille entre deux genres d'habitudes qui parfois peuvent être incompatibles. C'est à la fois un texte autobiographique intime et un essai historique très érudit, truffé de citations. Alors pourquoi avez-vous choisi de naviguer entre ces deux axes ? Je pense qu'il était facile, je dis pas que j'y serais arrivé, mais il était plus facile de faire un livre uniquement sur la liaison amoureuse entre un bourgeois français juif assimilé, éditeur, etc., et une jeune femme libanaise, et je découvre le Liban à la fois à travers elle, mais réellement, et je suis bien placé pour vous dire que c'est tout à fait un pays arabe, je pense que c'était trop facile. Ce que j'ai voulu faire, c'était montrer ce qu'il y avait aussi de perdu, d'englouti dans notre civilisation juive. Et j'ai voulu parler de quelque chose dont on ne parle jamais et qui m'a passionné. Ce sont les Juifs du Pape, les Juifs du Comtat vénessin, les Juifs de Provence, qui sont à l'origine de ma famille du côté paternel, c'est-à-dire du côté Carcassonne. On a l'impression aussi que c'est pour contrecarrer un texte très personnel, que pour finalement, pour que ce soit plus universel, vous avez voulu les citations, l'histoire, un peu pour vous protéger, quoi. C'est pas que ça, très franchement. Non, c'est aussi pour rendre hommage, rendre justice à des générations et de générations de ce judaïsme très particulier, qui est vraiment très particulier, qui est minoritaire, là, une fois de plus, les minorités m'intéressent, et qui est compris entre Marseille, le début du Comtat vénessin, c'est pas Marseille, c'est l'île sur la Sorgue, Carpentras, Cavaillon, et ça. Et Avignon, ça tourne autour de ça. Voilà. On va en parler tout à l'heure, c'est 2000 ans d'histoire. C'est une grosse enquête. La synagogue de Carpentras que vous connaissez. Absolument. Et le cimetière de Carpentras. Ouais, parce qu'il y a un festival des cultures juives et des musiques juives tous les ans à Carpentras. D'accord. J'ai eu le plaisir d'y aller l'été dernier. Et c'est une façon, ils ont réhabilité la synagogue et on peut justement découvrir ou redécouvrir l'histoire des Juifs du Comtat vénessin. Alors c'est magnifique. On va se recentrer un petit peu. Alors je vais revenir sur votre femme, puisqu'on n'en a pas vraiment parlé. Dans de somptueux passages, très littéraires, parfois lyriques, vous nous parlez donc de votre épouse Nour, une écrivain, une femme libanaise d'origine donc grecque catholique, qui a beaucoup de caractère. Et bon, il paraît évident que c'est elle, que ce sont les discussions avec elle, par contraste ou par provocation, qui ont réveillé votre judaïté. Est-ce que c'est bien ça ? Je vais utiliser une image qui n'est peut-être pas très follement romantique, mais qui est assez vraie. Vous savez, quand vous faites une radio d'une partie de votre corps, un IRM, etc. Exactement. On vous inocule un produit qu'on appelle un liquide de contraste. Oui. Eh bien, Nour est mon liquide de contraste. Comme le Liban l'a été. C'est-à-dire que quand, en 2014, j'arrive dans ce pays, je la rencontre en 2013, nous avons une relation qui est effectivement amoureuse, je dirais normale, normalement amoureuse et plutôt épanouie. Et puis, je découvre le Liban. Et là, j'ai un choc. Mon premier voyage est objectivement un choc, car je voyais le Liban par les yeux de ceux que j'avais connus, souvent plus anciens que moi, Jean d'Ormesson, Jean-François Degnaud, Daniel Rondeau et des tas d'autres, qui m'avaient parlé d'un pays qui n'existait plus, en fait, d'un pays d'énigmes, d'un pays où on allait en bikini à la plage, d'un pays où on allait au festival de Byblos et au festival de musique lyrique, j'ai un trou de mémoire, qui est au Liban, très connu. Je découvre tout d'un coup un pays, c'est tout à fait normal, mais un pays dans le tissu du monde arabe. Et à l'intérieur de cela, l'extrême division des communautés, il y en a minimum 18, dont la communauté juive, qui a quand même totalement disparu.
totalement le festival, disparu. c'était à Balbec. À Balbec, merci. J'avais un trou de mémoire. Et il y avait dans ces communautés la communauté juive reconnue à égalité avec les autres communautés. Il y avait 22 synagogues à Beyrouth. 22. Oui. Et il y avait un quartier juif qui a été entièrement détruit pendant la guerre, où subsiste encore la grande synagogue qui a été rénovée, que j'ai eu la chance de visiter. Et d'ailleurs, une scène merveilleuse qui est arrivée pas plus tard que cet été. C'est-à-dire que j'arrive enfin à trouver le moyen de visiter cette synagogue. Et puis, je vois tout le quartier très protégé. Je me dis, tiens, formidable, on protège la synagogue, c'est très bien. Mais en fait, c'est pas du tout la synagogue qu'on protège, c'est l'habitation personnelle de Saad Hariri, qui habite juste à côté. Donc, et le Liban est un pays invraisemblable de sédimentation et qui m'a, effectivement, par la définition identitaire que chacun est obligé d'avoir là-bas, parce qu'on est forcément de quelque part. On ne peut pas être de nulle part. Le citoyen du monde, ça n'existe pas. Même si les Libanais peuvent être très cosmopolites. Mais ils retournent au village. Ah oui, ils vous renvoient à votre identité, forcément. Donc, ils vous renvoient à votre identité. Albert Dichy, que vous connaissez peut-être, qui est le directeur littéraire de l'IMEC, qui est libanais, qui est juif, qui est français, a très belle expression là-dessus, en parlant de portail identitaire. C'est-à-dire, il y a un radar identitaire qui vous identifie. J'étais donc sommé, d'une certaine manière, d'être juif. Et de vous définir. Et de me définir. Et alors, j'ai une question à propos de la synagogue, une question très personnelle. Bon, vous, en tant que juif laïque, qui n'avez pas étudié, qu'est-ce que vous ressentez dans une synagogue, en fait ? Vous sentez étranger ? Non, je me sens pas étranger. Je me sens, et je n'en suis pas heureux, parce que j'aurais aimé avoir des éléments d'éducation religieuse qui m'auraient permis... Il est peut-être pas trop tard. Vous pouvez apprendre l'hébreu encore, hein ? J'ai pas mal de boulot par ailleurs. Je dirige une maison d'édition, c'est ça mon problème. Mais je ne m'y sens pas étranger. Je m'y sens ignorant, mais pas étranger. Pas étranger quand même ? Non, pas étranger. Parce que quand vous étiez petit, vous alliez à la synagogue avec vos parents ? Mes parents étaient vraiment ce qu'on appelle des juifs laïcs, totalement assimilés. Pas de Kippour, même pas Kippour. Non, même pas Kippour. Et depuis, du côté de mon père, en plus, ça faisait 2000 ans d'assimilation. Et Paul Salmona dit très justement, le patron du musée d'art et d'histoire du judaïsme, que le judaïsme est la tâche aveugle du récit national français. J'ai mis longtemps à comprendre cette phrase, mais je la trouve très juste. C'est-à-dire que il y a un fait juif intrinsèque à la France qui est très peu raconté. Est-ce que vous écoutez Radio J parfois ? Parce que c'est aussi une forme d'attachement. Ça a pu m'arriver quand j'avais des auteurs qui venaient chez vous. Voilà. Très bien. Alors, je voudrais revenir à ce qui m'a étonné, à des passages qui m'ont étonné, même choqué dans votre livre. Oui. Alors, c'est les paroles de votre épouse qui sont très dures. Je vais citer votre livre. Oui, je vous en prie, c'est un bon livre. Tu n'as tué personne. J'ai bien compris la différence entre les Juifs comme toi et eux, les Israéliens. Mais quand même, vous avez tué le Fils de Dieu. Alors là, j'ai trouvé ça très violent. Et je me suis dit, oh là là, comment... J'ai été intriguée, je me suis demandé comment on peut réagir à cela ? Est-ce que vous étiez en colère ? Non, alors attention, parce qu'il y a quand même un peu d'humour dans ce livre, et elle-même a beaucoup d'humour. Nous plaisantons assez fréquemment l'un sur l'autre, dans une forme, si j'ose dire, de racisme réciproque, et qui est une forme d'humour réciproque, puisque moi aussi je la moque, si vous voulez. Comme, ça veut dire le sale juif, sale arabe, vous donnez... C'est un peu ça, oui. C'est sympa chez vous. Non, mais on joue à ça. Vous savez, il y a un grand poète. Il faut être ouvert aux autres communautés. Il y a un grand poète palestinien qui s'appelle Mahmoud Darwish. Ah oui, bien sûr. Et il a écrit un livre sublime qui s'appelle Le lit de l'étrangère ou Le lit de l'étrangère, et où il explique. C'est vraiment un poème magnifique où il parle de l'altérité. Et je pense que l'altérité, pour dire spécifiquement les choses, et sans langue de bois, c'est aussi une composante de l'attirance qu'on a pour quelqu'un d'autre, et c'est une composante érotique. L'altérité est une zone érotique. Ah, absolument. Justement, j'allais vous demander, comme vous avez eu 3 épouses et qu'aucune n'est juive, j'allais vous demander comment se fait-il que vous n'ayez jamais été attiré par une femme juive ? Parce qu'en fait, ma question n'est pas... Je sais que c'est une question très personnelle, mais je vous pose la question parce que beaucoup d'hommes juifs sont dans votre cas. Et un jour, je les avais interviewés et j'avais fait une enquête pour l'Arche. Et l'un d'entre eux m'avait répondu quelque chose qui m'avait frappé. C'est peut-être aussi ce que vous pensez, vous. Je ne peux pas être avec une femme juive parce que pour moi, ce serait incestueux.
Vous êtes d'accord avec ça? Je peux comprendre ça. Moi, je dirais que j'ai essayé, le peu de fois que j'ai essayé, ça a été une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Pourquoi? Une catastrophe. Bah, ça s'est mal passé. Ah oui. Oui. Et voilà, là, je pense qu'il faudrait aller sur le divan pendant un bon bout de temps pour effectivement arriver à Mais vous trouver n'avez pas le temps. les avec vraies raisons, mais bon, ça fait partie de ce C'est intéressant livre. comme question. Mais ce livre, c'est une histoire d'amour quand même, j'insiste vraiment là-dessus, hein, c'est une histoire d'amour très forte, nous avons un enfant, mais c'est un peu aussi Roméo et Juliette. Il y a des moments, je ne raconte pas tout, parce que je ne peux pas tout raconter. Hein. Sincèrement, c'est Roméo et Juliette. Quand je suis dans les coins de Hezbollah, dans le sud du Liban, si vous voulez, j'ai quand même intérêt à pas mettre une kippa. Hein. Oh là, oui, oui. Mais justement, cet antisémitisme virulent que vous évoquez, j'ai pourtant l'impression que c'est ça qui vous a secoué et que, comme une révélation, vous avez découvert votre judaïsme. Oui, parce que ça fait forcément réfléchir, bouger, bousculer, changer de ligne. Et que, bon, par ailleurs, si on rentre dans les détails, il faut faire une différence entre l'antisémitisme classique et l'anti-judaïsme du voisin. Parce que ce qui est vrai, c'est que les conflits étant ce qu'ils sont, tant qu'il y a ce conflit et tant que les deux pays sont en état de guerre, ça ne peut pas s'arranger. Je pense que du jour au lendemain, si l'état de guerre passait, ça s'arrangerait très vite. Parce qu'en fait, il y a une contiguïté géographique et historique des pays qui sont très très fortes. Une complicité, aussi, oui, c'est sûr. Oui. Ça rappelle quand même que le Liban est une des seules démocraties restantes du monde arabe, malgré tout. Manuel Carcassonne, il nous reste très peu de temps. Vous êtes issu d'une famille donc de juifs ashkénazes d'Alsace d'un côté, d'une longue lignée de juifs de Provence de l'autre, une lignée qui remonte jusqu'au Moyen-Âge. Vous avez fait de longues études, donc est-ce que ça vous a pris du temps? Ces études, vous remontez très loin dans le temps. C'est un livre très érudit. Vous avez un historique très fouillé sur les juifs de Provence avec les 4 communautés pontificales. Donc, je voulais parler de ces recherches, ces études. Oui. J'ai fait des recherches qui ont été longues et qui probablement auraient été stériles s'il n'y avait pas eu pour moi le miracle du confinement, parce que j'ai pu me mettre à écrire et une fois lancé, il y a eu plusieurs versions du livre, mais ça allait. En revanche, la documentation a été longue mais passionnante. Très sincèrement, je ne suis pas éditeur pour rien, hein, j'aime lire et j'aime m'enfoncer dans les livres et j'ai lu très au-delà de ce qu'il y a dans le livre. J'aurais pu écrire 800 pages. Peut-être que vous allez étudier le Talmud maintenant. Si vous citez Maïmonide, vous allez devenir talmudiste. Si j'avais le temps et peut-être la capacité, croyez-moi, je le ferais volontiers. Par exemple, qu'est-ce qui vous a séduit chez Maïmonide? Maïmonide m'a passionné. La modernité de Maïmonide est hallucinante. Et l'homme qui dit lui-même, hein, quand il rentre d'une journée où il est médecin du vizir, il voit les gens toute la journée, il rentre, il y a la queue devant chez lui, il commence par se laver les mains, chose qui quand même à l'époque n'était pas fréquente, et il continue, c'est-à-dire cette espèce d'homme pressé, cette espèce d'homme capable de tout faire, cette humanité de Maïmonide est incroyable. C'est bien évidemment un maître de la loi, mais c'était aussi un juif actif. Bien sûr. Vous voulez. J'aurais voulu citer un passage du livre, c'est trop... On n'a plus le temps, malheureusement. Oh, c'est dommage. Oui, mais en tous les cas, j'espère que vous reviendrez nous voir. Manuel Carcassonne. Alors, parce que j'ai pas pu citer le livre. On va faire 2 émissions. On en fera plusieurs. J'espère que vous aurez le temps de passer un peu de musique. Ah oui, on va passer le Leonard Cohen, A Bird on the Wire. Et on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. J'espère que vous reviendrez. Et je rappelle le titre de votre livre, Le Retournement aux éditions Grasset. Au revoir, bonne journée.